Vous écoutez la 98.5 Sud FM Sen Radio, il est 18h et c'est l'heure du journal. Voici les titres. Josette Kali. Journée mondiale du braille, le braille au-delà de la région de Thiès. Cette méthode d'enseignement aux déficients visuels est pratiquée à Ziguinchor, Saint-Louis et Kaolack avec un réel manque d'enseignants spécialistes en la matière. Ali Diaw, instituteur à l'INEFJA de Thiès, sera l'invité de ce journal. Épidémie de coronavirus, la chaîne de contamination s'allonge. 3 décès recensés au cours de ces dernières 24 heures et 106 nouvelles infections, dont les 69 sont des cas communautaires. Face à l'augmentation des cas, des récitals du Saint-Coran et des Khassaïd ont été initiés ce lundi par le Khalife général des Mourides. Dans cette édition, il sera également question du financement des partis politiques au Sénégal. L'actualité hors de chez nous et la page des sports seront de mise dans un court instant. Le développement, Pape Abdoulaye Dieye assure la partie technique. Josette Kali. Qui vous dit merci de nous recevoir chez vous. Hommage à l'inventeur du braille, le support de communication et d'écriture pour les déficients visuels à l'INEFJA de Thiès. Aucune activité n'est certes prévue mais l'importance du braille est magnifiée pour une éducation inclusive réussie au Sénégal. Babacar Ndaw. Introduit au Sénégal dans les années 76, le braille, support de communication et d'écriture pour les déficients visuels, est bien adapté à l'INEFJA. Ali Diaw, instructeur pour personnes déficientes visuelles et formateur. Il y a en fait ce qu'on appelle la cécité de naissance et la cécité acquise. Quand il est né déficient visuel, là, son apprentissage du braille peut être très facile parce que tout simplement, il faudrait passer par ce qu'on appelle la maîtrise du schéma corporel. C'est-à-dire quand on l'accueille, il faudrait passer avec lui un trimestre pour que cet enfant-là maîtrise son schéma corporel et à partir du schéma corporel, il peut maintenant travailler son toucher, sa dextérité pour pouvoir aller vers maintenant déchiffrer le braille. Il y a ce qu'on appelle le pré-braille. Le pré-braille prépare l'enfant déficient visuel à la lecture du braille. Le processus de l'inclusion suit son chemin sûrement, mais devrait s'améliorer avec l'informatique adaptée qui, de l'avis du coordinateur du projet d'inclusion INEFJA, ne tue pas le braille. Ali Diaw. Les tout petits utilisent la tablette, la grille et le poinçon. C'est un peu lent dans la mesure où l'enfant déficient visuel qui compose avec la tablette et le poinçon est obligé de retirer sa feuille, de retourner pour lire ce qu'il a écrit, suivre sa production. Alors qu'il y a d'autres moyens. Vous savez, avec les machines Perkins, l'enfant déficient visuel peut écrire et lire en même temps, ce qui est impossible avec la tablette. Mais aussi, avec l'outil informatique, le déficient visuel peut écrire du braille. Ne pensons pas que l'outil informatique tue le braille. Non, on peut en informatique travailler avec le composé, avec le braille, imprimer avec le braille. On peut composer avec le braille et imprimer en noir pour le correcteur. Aujourd'hui, le braille a permis d'ouvrir des classes d'alphabétisation au Sénégal avec le projet de rénovation de l'INEFJA annoncé par l'État. De nouvelles perspectives pour accompagner l'inclusion s'offrent alors à l'Institut national de formation des jeunes aveugles du Sénégal. Babacar Ndaw, Thiès Sud FM. Babacar Ndaw, nous restons dans ce sillage. Cette méthode est désormais enseignée à Ziguinchor, Saint-Louis et Kaolack. Le secrétaire général du syndicat unique des travailleurs et enseignants pour les personnes handicapées visuelles et responsable de l'INEFJA de Ziguinchor, Souleymane Gueye, invite l'État à résorber le déficit d'enseignants et de leur permettre d'aller à l'étranger pour se former. Souleymane Gueye est au micro de Hapsa Elimanouane. Le seul institut INEFJA existait à Thiès. Donc nous nous sommes dit que tous les enfants du Sénégal ne peuvent pas apprendre à Thiès. Il fallait maintenant vraiment déconcentrer. C'est la raison pour laquelle dans un projet qu'on appelle SSC INEFJA en éducation inclusive, nous avons pensé élargir cette méthode dans les régions de Kaolack, Saint-Louis, Ziguinchor et Thiès même. En quoi faisant, on prend une école élémentaire avec des critères d'accessibilité, on construit là-bas un centre, c'est-à-dire une classe préparatoire et une salle d'impression. La classe préparatoire prépare l'enfant pour aller intégrer les écoles des voyants. Pendant 1 an, on apprend à l'enfant le braille, la mobilité orientation, comment se comporter et on sensibilise aussi l'équipe pédagogique de cette école. Et l'enfant, après 1 an, est intégré dans une école qu'on appelle école inclusive. Il est dans la même classe que les enfants voyants. Nous avons aussi par ailleurs une salle d'impression. La salle d'impression sert à transcrire les épreuves, les devoirs et les livres dont l'élève a besoin. Donc voilà ce que nous avons fait et depuis 2017, nous y sommes avec Sensorial Handicap Corporation accompagné par l'INEFJA et aujourd'hui les enfants sont dans les écoles élémentaires, dans les lycées et dans les collèges de ces régions.
Le manque d'enseignants a toujours été décrié. Est-ce qu'une solution a été trouvée? Ça a été réglé à moitié parce qu'aujourd'hui, le braille, ça évolue. C'est que nous avons demandé au ministre vraiment de nous octroyer des titres de voyage pour qu'on puisse aller se renforcer un peu dans les centres spécialisés en Europe. Parce qu'il y a déjà les TIC qui avancent à grande vitesse et que le braille aussi doit être connu par tout le monde. Mais ce qui réglerait le problème, c'est d'introduire des modules en braille et en mobilité orientation dans les CRP1. Ça va permettre aux élèves maîtres qui vont sortir d'être capacités. Et si toutefois on les oriente dans une école inclusive, ils seront opérationnels. Mais cela aussi vraiment, c'est un grand manque. Même INEFJA de Thiès, il manque toujours des professeurs et des enseignants. On aimerait bien quand même que les formations puissent être augmentées et qu'au moins dans chaque école ou bien dans chaque région, qu'on puisse trouver cette expertise. Direction le sud du pays avec la colère des populations de Kantène, c'est dans la commune de Niaguis. Ces planteurs et exploitants dénoncent une confiscation de leurs terres, des terres qu'ils occupent depuis 40 ans. Ils ont sonné la mobilisation hier pour crier leur colère. Ignace Ndeye. Touchez pas à nos champs, c'est le message brandi par les planteurs et exploitants de Kantène. Ces populations se mobilisent contre ce qu'elles qualifient de tentative de confiscation de leurs terres à Kantène. Hier, fortement mobilisés, ces planteurs et exploitants, ces populations se disent déterminées à faire face contre ceux-là qui veulent les déposséder de leurs terres, de leurs champs. Mamadou Niassi, le président du comité, ne cache pas sa colère. Notre souffrance, c'est les terres que nous exploitons 40 ans, qui sont confisquées aujourd'hui par d'autres, soi-disant présidents domaniales et consorts là. On ne les comprend même pas. On ne connaît même pas ce qu'ils sont en train de faire. Depuis l'an 2017, alors nous sommes dans cette bataille. Trois côtés. Il y a le côté là qui sont délimités pour les HLM. Il y a l'autre côté qu'on a découpé pour Brofay, un projet d'habitat. L'autre côté, c'est vendu 25 hectares pour la SDE. Des plaintes qui n'ont pas de suivi depuis l'an 2017 jusqu'à présent. Ce sont plus de 1000 personnes qui évoluent depuis des dizaines d'années dans ces plantations de Kantène. Kantène, localité située à la lisière de Ziguinchor. Ces planteurs exploitants mettent en garde, dénoncent et menacent. Nous sommes des exploitants. On ne vit que ça. Nos enfants ont leur diplôme en poche. Que les gens là libèrent notre pays. En tout cas, je vous le jure, il y a des jeunes parmi nous. Moi, je ne peux pas me battre même. Mais il y a des jeunes parmi nous qui ont la même force, qui possèdent la même force que ces gens-là qui sont en train de nous emmerder dans les champs. Quand on sera dépassé, on va agir autrement. Cette colère des populations de Kantène, ces planteurs, ces exploitants très fâchés, ces tirs vient exacerber la série de grognes qui marque depuis quelque temps la série de litiges fonciers dans le sud du pays. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Nous y restons puisque le mouvement citoyen adhère à ce combat des planteurs de Kantène. Le coordinateur du mouvement, Madia Diop Sané, interpelle les autorités sur les risques de ce soulèvement des populations. Il dénonce au micro de Ignace Ndeye. Nous n'avons pas laissé les spoliateurs fonciers venir tuer ces populations-là qui n'ont que leurs terres pour survivre. Si les gens ont dit que nous n'avons que nos terres pour survivre, l'État doit les aider et on doit les aider. Et c'est pour cela que nous serons toujours aux côtés de ces pauvres personnes. Comment on les appelle des pauvres? Pourquoi? Parce que malheureusement, quand elle appelle l'autorité, elle ne répond pas. Quand c'est la justice, elle ne répond pas. Mais il va falloir qu'une mairie ou autre porte plainte à ces populations-là pour qu'on vienne les cueillir, pour qu'on les convoque à la gendarmerie ou chez le procureur. Est-ce que les autres ne sont pas des justiciables? Ceux qui font la spoliation foncière, ceux qui volent les terres des autres. Il faudra que cela s'arrête. De là, nous allons nous adresser directement au président de la République. Vous avez décrété tout récemment que les terres qui doivent servir à l'agriculture ne doivent aucunement être notifiées ou titrées en TF, titre foncier. Une décision courageuse, monsieur le président de la République. Parce que aussi, nous ne pouvons pas, pour tout ce qui reste pour l'agriculture, qu'on puisse distribuer ça à 2 personnes, 3 personnes, au détriment de milliers de personnes. C'est impossible. Et aujourd'hui, la même situation est là, au niveau de Kantène. Nous demandons à l'exécutif de la région et à l'exécutif départemental de se saisir de cette question, de convoquer le plus rapidement possible ces populations-là pour qu'elles puissent s'exprimer. Parce que malheureusement, si on voit des voitures 4x4, ça veut dire c'est les gros bonnets qui malheureusement ne sont jamais condamnés. Et donc il est temps que dans ce pays, que la justice joue son rôle. Il est temps dans ce pays que l'exécutif joue son rôle. Il est temps dans ce pays que le législatif aussi joue son rôle. Ces zones-là étaient des zones délaissées. Il suffit des époques. Personne n'allait là-bas. Mais maintenant aujourd'hui, que la terre est devenue prisée, que maintenant la terre est devenue valeureuse, qu'il faut aller prendre les terres, arracher ces terres-là aux propriétaires. On dira que c'est le domaine national, mais le domaine national appartient aux nationaux, et ce sont des nationaux. Sud FM, l'info, c'est ici. Sud FM, l'info, c'est ici. Comment sont financés les partis politiques au Sénégal? La majeure partie des financements proviennent des cotisations des membres ou des donations. Selon l'APR ou le grand parti, les états financiers sont déposés au ministère de l'Éducation en toute transparence. Hadisen.
Chaque parti a besoin de ressources pour son bon fonctionnement et se préparer financièrement lors des élections. Alors pour avoir ces financements, les partis reçoivent des donations et cotisations de leurs membres ou sympathisants. Conformément à la loi, c'est le cas de l'APR et du Grand Parti. Je suis le trésorier général national de l'Alliance pour la République. Comme indiqué par la loi, ce sont les cotisations des membres, c'est les donations aussi de ces membres. Et donc, principalement, c'est ça, les cotisations et les donations de ces membres. Malgré député à l'Assemblée nationale, membre du Grand. Notre parti est financé par des contributions de ses responsables, par en fait des cotisations qui se font de manière périodique, mensuelle. Parce que nous, les membres du bureau politique, ceux qui ont des responsabilités dans le parti cotisent chaque mois au prorata de sa responsabilité. Par exemple, les députés donnent un montant, les maires, les conseils municipaux, donc voilà. Les états financiers sont déposés chaque année au niveau du ministère de l'Intérieur et bien sûr, chaque cotisation est prouvée selon Abdoulaye Badji, trésorier général de l'APR. Chaque année, on dépose au ministère de l'Intérieur une traçabilité des financements, naturellement. Les cotisations, quand quelqu'un cotise, on est bien obligé de lui donner un reçu de versement. Au Grand Parti, un compte au nom du parti regroupe toutes les cotisations. Le député Malick Gueye, membre du Grand Parti. Oui, nous on dépose nos états financiers. Nous, malheureusement, même les contributions que nous faisons sont versées dans le compte du parti. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas de... Sur ce côté, quand même, franchement, peut-être les états financiers ne peuvent pas avoir des chiffres peut-être attendus. Quand l'argent que nous donnons, nous le mettons dans un compte ouvert par le Grand Parti, intitulé Grand Parti. Le compte bancaire est géré par le trésorier du parti. Avec plus de 300 partis au Sénégal, sans organe de contrôle, difficile d'assurer la transparence dans les financements. Hadisen, affaire de levée de fonds du parti PASTEF. Autant le parti de Sonko est dans son droit en faisant une collecte de fonds auprès des étrangers, autant le ministre de l'Intérieur est aussi dans son droit de rappeler que la collecte doit être encadrée. Selon Maître Siré Bathily, le problème de financement des partis est global. Il est joint par El Hadj Malick Ndiaye. En fait, ce qui est prévu dans la loi, pour résumer, et qui est prohibé, c'est-à-dire que la dissolution peut intervenir pour un parti politique dans le cas où le parti a reçu directement ou indirectement des subsides de l'étranger ou d'étrangers établis au Sénégal. Peut-être pour me limiter qu'à cet article, mais ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'on évite simplement que le financement d'un parti politique soit pourvu par des forces étrangères ou par des forces occultes. Cela ne signifie pas que les nationaux qui sont membres ou sympathisants d'un parti, qu'ils habitent au Sénégal ou à l'étranger, ne puissent pas contribuer au financement de ce parti. Je pense que c'est la première chose qu'il faut retenir. Ce qui fait que, autant que de mon point de vue, PASTEF est dans son bon droit en faisant une collecte de fonds auprès des Sénégalais de l'extérieur, autant le ministre de l'Intérieur est dans son droit en rappelant qu'une telle collecte doit être encadrée. Je crois qu'il faudrait peut-être le comprendre uniquement sous ce rapport. Maintenant, ce qui est occulté par contre, c'est que c'est l'absence d'encadrement du financement des partis politiques, et ça c'est valable pour tous les partis politiques au Sénégal. Le fait que la loi sur le financement des partis n'ait pas été adoptée, mais surtout le fait qu'il n'ait pas un contrôle des comptes de campagne des partis politiques, ce qui laisse la voie ouverte à une certaine anarchie. Je pense que donc c'est un problème global qu'il faudrait aborder dans son ensemble pour que chaque entité au Sénégal puisse concourir au suffrage, mais dans des normes acceptables d'un point de vue du financement. Sinon, on aura une domination tout azimut du parti au pouvoir qui, naturellement, dispose de plus de moyens et de subsides et s'appuie parfois peut-être sur l'État. Alors, maître, comment on peut contrôler le financement? On peut contrôler le financement de façon très simple. Les partis politiques ont l'obligation de déposer leur compte de campagne, ont l'obligation de déposer leur état financier chaque année comme les sociétés, et donc forcément il doit y avoir un organe de contrôle qui peut faire des investigations et voir si les dépenses correspondent qui a été déclaré ou si cela excède, et avoir un pouvoir d'investigation. C'est aussi simple que ça, c'est comme dans toutes les autres matières. C'est comme si vous me dites comment on fait pour contrôler les comptes d'une société. Il faut un organe de contrôle avec des moyens d'investigation. C'était à l'instant Maître Siré Bathily qui revenait sur les problèmes de financement des partis politiques au Sénégal.
La coalition des acteurs culturels exige l'audit des 3 milliards alloués en juin dernier au secteur par l'État pour atténuer les impacts de la Covid-19. Selon cette coalition, la répartition de ces fonds a été mal faite pour cette seconde aide. Un comité sera mis en place pour la distribution, mais il faudra revoir la composition des membres. Plus de précisions avec le coordonnateur de la coalition des acteurs culturels et de ses alliés, Daniel Gomez, est joint par Mame Diarra da Silva. Ce fonds, certes, a été alloué. On remercie le chef de l'État pour ça, mais jusqu'à présent, pour le premier fonds de 3 milliards, on n'a pas eu de suivi ni un audit sur la gestion de ce fonds, en sachant que des manquements ont été notés, observés et notifiés. Et donc, il faudrait logiquement, avant de redonner au même comité cet argent, en sachant qu'en son sein, il y a eu des malversations. C'est l'une des raisons pour laquelle on se dit qu'il faut d'abord faire un audit et revoir la composition du comité pour qu'il y ait en tout cas un comité vraiment d'ordre éthique. Vous parlez de quel manquement? De personnes qui ont reçu 3 ou 4 fois, d'autres qui n'ont pas, des acteurs culturels qui n'ont pas touché leur argent, d'autres qui n'ont pas touché leur argent tel que ce qu'il a été annoncé. On a vu des acteurs culturels, notamment dans la musique, qui devraient recevoir 127 477 francs ou 126 000 de la SODAV, qui ont reçu 30 000, 40 000. Donc, il était normal que plutôt qu'on amène le comité de pilotage à statuer sur toutes ces observations, tous ces rapports qui ont été faits de part et d'autre. Coronavirus au Sénégal, 3 décès et 106 nouvelles contaminations à la Covid-19, dont 69 issus de la transmission communautaire. Des cas à Kaolack, Saint-Louis, Mbour, Matam et la grande majorité à Dakar. Des cas graves ont fortement augmenté, 54 en réanimation et 1763 sous traitement. Le point du jour avec le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. 106 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,20%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 37 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 69 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. 7 à Kaolack, 6 à Saint-Louis, 5 à Mbour, 4 à Dakar Plateau, Mbao, Ouest Foire et Tamba, 3 à Liberté 6 et à Matam, 2 à la cité Keur Gorgui, Médina, Mermoz et Richard Toll, 1 aux Almadies, à la cité Tobago, cité Millionnaire, Diamniadio, Fatick, Guédiawaye, Keur Massar, Liberté 3, Liberté 5, Louga, Mamel, Mariste, Niary Tally, Ouakam, Point E, Rufisque, Sacré-Cœur 3, Thiès, Tivaouane, Touba et Yoff. 100 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 54 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés ce dimanche 3 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 19 803 cas ont été déclarés positifs, dont 17 615 guéris, 424 décédés et donc 1763 patients sous traitement. La recrudescence de la pandémie laisse certains indifférents. C'est le constat fait au marché Tilène pour certains talibés mourides rencontrés sur place. L'appel du Khalif général des mourides doit inciter les gens à être plus regardants. Pour d'autres, la lutte doit être l'affaire de tous. Ismaïla Marcel Colli. Malgré la recrudescence de la pandémie du coronavirus, ils sont de plus en plus nombreux à fouler aux pieds les gestes barrières. C'est le constat fait ce matin au marché Tilène. Pour ce talibé mouride rencontré sur place, l'invitation du Khalif doit inciter les citoyens à être beaucoup plus regardants et à prendre conscience de la gravité de l'heure. L'appel du Khalif général est un bon appel qui est bien pour tout le monde parce qu'on en croit plus à lui que ce que dit l'État. On a la foi vers lui que ce que dit l'État. Parce que si le calife se mêle dans cette situation, c'est sérieux maintenant, tout le monde prend ça au sérieux, on va prendre qu'on y a à faire ce qu'il veut. Je pense que c'est une bonne chose. Parce que toujours mbir mi moo ci njëkk
bi mu départ gis nga li mu def dégg nga kon lu mu wax rek dañ ko ci war a fekk. Pour cet homme, il faut que tous s'y mettent si l'on veut lutter efficacement contre la propagation du virus. La population aussi, ils ont une part de responsabilité. Il faut qu'ils sachent que la maladie est là. Donc, ne serait-ce que nous protégeons nos parents, nos vieux qui sont à la maison, parce que c'est nous les enfants qui peuvent amener la maladie à l'intérieur de la maison. Donc, il faut qu'on respecte les mesures barrières, savoir que la pandémie est là. Donc, il faut qu'on fasse des efforts, quoi. Au début de cette maladie, tout le monde avait peur. Moi, pareil, on faisait tout nos mieux pour éviter que ça se propage. Donc, il faut qu'on continue de faire cette barrière pour éviter la pandémie. Ces derniers temps, beaucoup de cas communautaires sont notés, ce qui démontre que le respect des gestes barrières n'est toujours pas de rigueur. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Hors de chez nous, 2 villages nigériens près de la frontière malienne ont été attaqués samedi par des terroristes. Au moins 100 civils ont été tués. Il a été décidé un deuil national de 3 jours, mais aussi de renforcer la sécurité dans la zone et d'apporter un appui aux populations. L'annonce a été faite par Al-Kash Alada, ministre de l'Intérieur du Niger. En Centrafrique, 9 candidats à la présidentielle ont saisi l'autorité en charge des élections. Ce lundi 4 janvier, ils dénoncent une série de faits graves ayant entaché la transparence du scrutin du 27 décembre et notamment le recours massif, selon eux, au vote de dérogation via des certificats signés par l'ancienne présidente de l'ANE. Ils demandent des explications. Coupe du monde des clubs, un trio arbitral sénégalais désigné. Il s'agit de Magatte Diop et de ses 2 assistants selon le président de la commission centrale des arbitres. Cette désignation atteste la bonne santé de l'arbitrage au Sénégal. Malang Diédhiou que nous écoutons. Je voudrais confirmer la sélection d'un trio sénégalais composé de Magatte Ndiaye, de Djibril Kamara et de El Hadj Malick Samba à la Coupe du monde des clubs qui se jouera à Doha du 1er au 11 février 2021. Cette sélection, après celle de 2017 où le Sénégal était aussi représenté par un trio, atteste de la bonne qualité de l'arbitrage sénégalais qui est bien apprécié par les dirigeants mondiaux et africains. Ce n'est point une surprise pour le président de la Commission centrale des arbitres que je suis instructeur d'arbitre pour la sélection de Magatte Ndiaye, car Magatte est un arbitre d'élite de la CAF et de la FIFA. Et après ses dernières prestations lors des matchs qu'il a eu à diriger et du fait qu'il est candidat à la Coupe du monde, je ne suis pas surpris à le voir à ce niveau. Il nous reste à prier avec les Sénégalais et les Africains pour que ce trio ait de bonnes prestations à cette Coupe du monde des clubs 2021. Présidence de la Fédération sénégalaise de football, Madi Touré, président fondateur de Génération Foot, annonce sa candidature. Une candidature qui se justifie selon Talafal, directeur de la communication et du marketing, par ailleurs conseiller du président. Nous l'écoutons. La candidature du président de l'Académie Génération Foot, Madi Touré, à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un moment où le football a besoin au moins de renouveler son personnel et d'apporter aussi des changements. Et je pense quand même qu'on a eu des acquis. Aujourd'hui, il faudra les préserver, mais il faudra aussi améliorer ces acquis-là. Et le football a besoin de nouvelles orientations. Et c'est ce que veut incarner le président Madi Touré. Écoutez, aujourd'hui, tout le monde le sait. On sait que l'élection se passera en août 2021, mais il est urgent que le monde du football sache, et le monde sportif, qu'il y a quelqu'un qui va se porter candidat pour l'élection présidentielle. Et c'est monsieur Madi Touré qui sera le futur candidat, qui a un projet, qui a une ambition pour le football sénégalais, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, on a des difficultés quand même dans notre football. Il y a eu des choses qui ont été faites, mais je pense quand même qu'il faudra aussi les améliorer. Et je pense quand même, après quelques années, après 12 ans, je pense quand même on est en mesure de pouvoir au moins apporter notre touche
au football sénégalais, vu l'expérience, vu tout ce qu'on a pu faire et ce qu'on a appris aussi, parce qu'on a appris entre-temps. Et je pense quand même qu'il est temps aujourd'hui d'apporter cette touche-là que tout le monde attend, parce qu'on a fait nos preuves dans le passé et jusqu'à maintenant. Et c'est ce que Madi veut faire aujourd'hui. Et il est tout à fait légitime de se présenter, de montrer au peuple sénégalais qu'il a l'étoffe aujourd'hui de pouvoir diriger le football sénégalais de demain. Sud FM, l'invité du jour. Retour sur la journée mondiale du braille avec son impact dans le processus d'inclusion au Sénégal. Notre invité, instituteur pour personnes déficientes visuelles et formateur à l'INEFJA de Thiès, revient sur l'évolution de ce support de communication introduit au Sénégal depuis 1976. Ali Diaw répond aux questions de Babacar Ndao. Je m'appelle M. Ali Diaw, je suis instructeur pour personnes déficientes visuelles, enseignant à l'INEFJA de Thiès et actuellement je coordonne pour l'INEFJA le projet d'éducation inclusive que l'INEFJA pilote dans 4 régions du Sénégal. L'INEFJA, l'Institut national d'éducation des jeunes aveugles du Sénégal, ouvert depuis 1982, si je ne m'abuse. Oui. Aujourd'hui, comment le lier un peu avec le système braille? En fait, qui parle de l'INEFJA parle de braille. C'est le matériel, c'est notre support de communication, c'est notre support d'écriture. Donc le braille n'a pas démarré au Sénégal avec l'INEFJA. Ça, il faudrait que les gens comprennent ça. Le braille au Sénégal a démarré avant l'INEFJA, en 1976, avec des classes appelées classes intégratrices dans des régions. Ce programme s'est périclité parce que tout simplement, entre 1970 et 1980, la vie de la personne handicapée en général, était entourée de préjugés sociaux. Et ce qui a fait que, quand ce programme s'est périclité, l'INAS qui était là a fait recours à l'INEFJA. Ça a créé un centre qui ne devait pas normalement destiné à ça. Mais finalement, ça a été donc le moyen palliatif pour régler le problème. Et c'est comme ça que l'INEFJA a été créé. Et tous les élèves, tous les enfants qui étaient intégrés dans ces régions-là ont regagné l'INEFJA parce qu'il fallait régler un problème social et aussi régler ce problème de tabou. Le braille était toujours un tabou au niveau du Sénégal. C'était difficile donc de réussir ça en 1975-76. Le concept d'intégration, d'inclusion rime avec le braille. Est-ce qu'il est évident pour le jeune apprenant de maîtriser cet outil? En fait, pour la personne déficiente visuelle, le tout petit, il y a en fait ce qu'on appelle la cécité de naissance et la cécité acquise. La cécité de naissance, c'est quand l'enfant est né aveugle. Quand il est né déficient visuel, là, son apprentissage du braille peut être très facile parce que tout simplement, il faudrait passer par ce qu'on appelle la maîtrise du schéma corporel. C'est-à-dire quand on l'accueille, il faudrait passer avec lui un trimestre pour que cet enfant-là comprenne, donc maîtrise son schéma corporel et à partir du schéma corporel, il peut maintenant travailler son toucher, sa dextérité pour pouvoir aller vers maintenant déchiffrer le braille. Le braille, il y a des matières, il y a ce qu'on appelle le pré-braille. Le pré-braille prépare l'enfant déficient visuel à la lecture du braille. C'est comme quelqu'un qui dit dans l'enseignement ordinaire la prélecture ou la préécriture. On ne peut pas faire du braille sans passer par ce qu'on appelle pré-braille. En ce moment, on ne voit pas de braille. On ne voit pas de braille, mais on parle de braille sur le corps, dans l'espace. On parle de braille sur l'environnement qui entoure l'enfant déficient visuel. Il faudrait que ça se règle d'abord avant de... Le braille, c'est un système latéralisé. Un ensemble de 6 points, il y a le haut, le milieu et le bas. Ça, il faudrait que l'enfant qui n'a jamais vu puisse intégrer et comprendre c'est quoi le haut, le milieu et le bas. C'est pas évident pour un enfant qui n'a jamais vu. Vous, quand on vous demande le haut, vous allez pointer votre doigt vers le ciel. Mais quand vous êtes allongé et que votre tête n'est plus vers le ciel, imaginez un enfant qui est assis ou qui est debout, vous lui dites le haut c'est vers le ciel. Il prend le repère de sa tête et il dit ah c'est ça le haut. Mais quand il est allongé, couché, sa tête n'est plus vers le ciel ou le haut. C'est des aspects que nos vaillants enseignants de l'INEFJA installent dès les premiers mois au niveau de l'enfant pour qu'ils comprennent cette latéralisation que les enfants voyants font ailleurs, mais voilà, d'une manière un peu rapide. Mais ici, on prend le temps nécessaire pour que l'enfant l'intègre. S'il l'intègre pas à ces notions, il ne pourra pas lire le braille correctement. Maintenant, il y a un enfant qu'on appelle déficient tardif, celui qui a une cécité tardive. Lui, on peut jouer avec ce qu'on appelle le transfert. Si l'enfant a un âge avancé, on peut faire des transferts. Transfert de son vécu corporel, de son vécu
en tant que voyant vers maintenant son état de déficient visuel. Mais il faut qu'ils passent tous les deux obligatoirement par cette phase qui est appelée la phase donc pré-braille, qui consiste à développer ses sens compensatoires, le toucher, la dextérité. C'est pour dire que l'U-Braille a vraiment du mérite, mais aujourd'hui le constat, les enfants que vous formez sont également méritants, ils compétissent avec leurs autres camarades voyants, mais on se rend compte quand même avec des lenteurs, surtout lors des examens. Qu'est-ce que vous préconisez, M. Dia, peut-être pour accélérer un peu la cadence? L'utilisation du braille sollicite des efforts physiques et des efforts aussi par rapport au temps, parce que c'est caractère par caractère, parce que c'est un système latéralisé. C'est un système latéralisé et c'est caractère par caractère. C'est ce qui fait que c'est un peu difficile. Maintenant, tout ça aussi résulte tout simplement au niveau du matériel. Mais si on va par exemple au niveau du matériel, le braille peut être développé avec l'outil qu'on utilise. Effectivement, les tout petits utilisent la tablette, la grille et le poinçon. Ça, effectivement, c'est un peu lent. Dans la mesure où l'enfant déficient visuel qui compose avec la tablette et le poinçon est obligé de retirer sa feuille, de retourner pour lire ce qu'il a écrit, suivre sa production, alors qu'il y a d'autres moyens. Donc le ministre de l'Éducation nationale qui est venu nous a rassuré par rapport à ça, carrément refaire tout ce qui est INEFJA, doter INEFJA de matériel suffisant pour le faire. Vous savez, avec les machines Perkins, l'enfant déficient visuel peut écrire et lire en même temps, ce qui est impossible avec la tablette. Mais aussi, avec l'outil informatique, le déficient visuel peut écrire du braille. Ne pensons pas que l'outil informatique tue le braille. Non, on peut en informatique travailler avec le composé, avec le braille, imprimer avec le braille. On peut composer avec le braille et imprimer en noir pour le correcteur. Et tout ça, je pense, dans le cadre de ce que le ministre nous a dit par rapport à sa visite, nous allons réflexionner et ces réflexions vont passer non seulement au niveau infrastructurel, mais aussi au niveau équipement. Avec la mise en place d'une salle informatique, les enfants seront assez outillés pour être plus rapides encore. C'était à l'instant Ali Dia, instituteur à l'INEFJA de Thiès, qui revenait sur l'impact dans le processus d'inclusion de l'apprentissage du braille. Place à votre page éco avec Hapsa Elimanouane. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour, bonne et heureuse année 2021 à toutes et à tous. Les collectivités territoriales du Diassing engagent la phase active de leur pacte d'intercommunalité pour asseoir les bases d'un développement durable. C'est avec l'accompagnement financier du groupe de recherche pour le développement rural. Ils ont ouvert à Sansamba le marché hebdomadaire rotatif dans le Diassing. Abdou Seydou Mané est le coordonnateur du GRDR en Casamance. Ce marché hebdomadaire s'inscrit dans le cadre d'une démarche adoptée par le GRDR dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de gouvernance concertée des écosystèmes du littoral. Depuis 2012, le GRDR est en partenariat avec les collectivités du Diassing. Nous avons été impressionné par la qualité d'organisation des maires du Diassing à travers l'intercommunalité qui a été mise en place. Au début, les premières actions tournaient autour de la gestion du fleuve Sungurungu et les maires ont retenu justement de profiter de l'intercommunalité pour aller au-delà. La démarche du GRDR consiste dans un premier temps à produire de la connaissance, à élaborer la monographie et permettre aux élus ou à la population de choisir des actions prioritaires en fonction des ressources disponibles. C'est dans ce cadre que nous avons retenu pour le Diassing le financement de 4 moulins à pâte d'arachide et ce marché hebdomadaire. Pour le deuxième adjoint au maire de Marsassoum et président du comité de gestion de l'intercommunalité, c'est une bonne opportunité d'affaires pour les communes bénéficiaires. Ousmane Sissé. On aura bénéficié de 120 cantines à raison donc de 30 cantines par commune. Et ces cantines donc constituent un matériel très moderne et c'est des modèles aussi pratiquement très pratiques qui sont mobilisables d'une commune à une autre afin de pouvoir, dans un élan de solidarité, permettre un développement massif de ces marchés dans toutes les 4
4 communes du Diassing. Alors au-delà de ce don en matériel de cantine, ils ont aussi appuyé toutes les 4 communes en moulin à pâte d'arachide. Ce moulin à pâte d'arachide est un instrument assez important. Nous sommes dans un contexte donc de récolte d'arachide et les femmes aussi sont pratiquement très enclins à faire la pâte. Et avant tout ça, on peut dire que l'apport donc du GRDF demeure très déterminant. Ces propos ont été recueillis par Moussa Dramé. De son côté, Doudou Sagna, le maire de Sassamba, dit se réjouir de la réalisation en cours des infrastructures routières qui vont aider à valoriser le potentiel local. Toutefois, il sollicite de l'État l'achèvement de la construction de la boucle du Boudjé. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Josette Kali. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des grandes lignes. Journée mondiale du braille, le braille au-delà de la région de Thiès. Cette méthode d'enseignement aux déficients visuels est pratiquée à Ziguinchor, Saint-Louis et Kaolack avec un réel manque d'enseignants spécialistes en la matière. Vous avez eu à écouter Ali Dia, instituteur à l'INEFJA de Thiès, qui était notre invité. Épidémie de coronavirus, la chaîne de contamination s'allonge. 3 décès recensés au cours de ces dernières 24 heures et 106 nouvelles contaminations, dont 69 issues de la transmission communautaire. Face à l'augmentation des cas, des récitals du Saint-Coran et des Rassaïd ont été initiés ce lundi par le Khalif général des Mourides. Dans cette édition, il était également question du financement des partis politiques au Sénégal. Merci de nous avoir écoutés, mais tout de suite après, vous pourrez écouter votre rubrique Sud Nutrition et votre page culture.